100 millions d'années. C'est l'âge d'un fossile d'abeilles retrouvé en Birmanie. Avec ce chiffre, les abeilles ont pu assister à la mort des dinosaures et à l'apparition des tout premiers hommes. Mais si ces insectes existent depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a une raison. Alors, est-ce que c'est grâce à leur société extrêmement développée, à leur système de communication, à leur incroyable intelligence collective? C'est ce qu'on va voir. Et on en profitera pour découvrir comment certains industriels vous arnaquent sur le dos des abeilles. Entre idées reçues, démocratie directe, faux miel et apiculture, on part à la découverte des espèces d'abeilles les plus fascinantes. Déjà, on va commencer par les bases. Non, toutes les abeilles ne produisent pas de miel. Vous pensiez que c'était les insectes sociaux qui vivent en colonie, tout ça? Bah pour la majorité des espèces, c'est faux. Je vous présente les abeilles solitaires, des espèces avec un fonctionnement spécial. Ici, pas de ruche, de miel et de gelée royale. Ces insectes construisent seuls un petit nid dans le sol, dans des ronces, dans du bois ou même dans des coquilles d'escargot. Et dans ce nid, elles créent toutes seules leurs propres cellules, des petits compartimentaires, en feuilles ou en résine, où elles pondront leurs œufs. Ensuite, elles assureront seules la survie de leur couvain. Enfin, pas vraiment. Même si la vie de ces abeilles a l'air incroyablement inintéressante, certaines espèces solitaires, de la famille des alistes, vivent bien en communauté, avec une entrée de nid pour plusieurs abeilles, mais elles s'occupent individuellement de leurs œufs. Les abeilles solitaires ne sont pas eusociales. C'est un mode d'organisation qui fait qu'un même groupe d'êtres vivants est séparé en castes, d'individus fertiles et non fertiles. Si c'est encore un peu abstrait, vous inquiétez pas, on va rendre ça beaucoup plus clair. Je vous présente les abeilles sociales. Même si elles représentent qu'une minorité d'espèces, ces abeilles sont hyper importantes. Ce terme définit juste les espèces qui vivent en colonie, avec des castes, qui ont un fonctionnement plutôt étonnant. Mais avant de voir comment tout ça fonctionne, faut que je vous explique la différence entre les abeilles sauvages et les domestiques. Ça peut paraître bête, mais vous allez comprendre. Les abeilles sauvages sont des espèces qui n'ont pas été domestiquées par les humains. Ça représente plus de 1000 espèces en France. Et parmi elles, la grande majorité sont solitaires. C'est un autre mode d'organisation sociale. Et de l'autre côté, on a les abeilles domestiquées ou semi-domestiquées, qui vivent dans des ruches fabriquées par l'homme, contrairement aux espèces sauvages qui, elles, doivent fabriquer leur propre nid. Retenez cette info, ça sera important pour la suite. En Europe, ces insectes sont principalement de l'espèce Apis mellifera, et les abeilles domestiques sont donc toutes sociales, avec une reine, des ouvrières, mais on va y revenir. C'est plutôt ces abeilles qui vont nous intéresser, parce qu'elles produisent du miel en assez grande quantité. Bref, on referme la parenthèse, et je vais maintenant vous emmener au cœur d'une colonie d'abeilles. Et accrochez-vous bien, parce qu'on va explorer les moindres recoins du nid, et découvrir comment ces insectes fonctionnent. De la reine, en passant par les larves et les ouvrières, bienvenue dans la ruche. Les colonies d'abeilles sociales sont divisées en 3 castes, la reine, les faux-bourdons et les ouvrières. D'abord, allons voir ce qui se passe du côté royal, la pièce maîtresse de la colonie. C'est l'unique femelle fertile du groupe. Et pour pouvoir être capable de pondre des œufs fécondés par des mâles, elle fait ce qu'on appelle un vol nuptial, durant lequel sa spermathèque, sa réserve, va être remplie par une quinzaine d'individus. Et d'ailleurs, les mâles, une caste particulière. Déjà, ils piquent pas. Le plus souvent, ils se baladent de ruche en ruche pour essayer de manger le miel produit par les colonies. Même si la plupart du temps, ils se font chasser. Aussi appelés les faux bourdons, leur rôle principal est la fécondation des futures reines. Ils meurent après l'accouplement car quand ils se reproduisent avec la reine, leur appareil reproducteur est arraché. Les mâles viennent au monde grâce à la parthénogénèse, c'est-à-dire quand la reine pond des œufs non fécondés. En gros, si elle ouvre pas sa spermathèque, l'œuf sera un mâle. Mais si elle ouvre sa réserve de spermatozoïdes, l'œuf deviendra une abeille ouvrière, la caste la plus intéressante. Elles sont majoritaires dans la ruche et elles assurent énormément de rôles pendant leur courte vie, 3 semaines environ. Pour vous montrer ça, je vais vous expliquer chronologiquement tout ce que peut faire une ouvrière jour par jour. Et préparez-vous parce que c'est les plus grosses bosseuses du nid. Ah oui, et petite précision, la chronologie que je vais vous présenter, c'est une moyenne. Ça dépend de beaucoup de choses, comme les saisons, l'état de la colonie, mais là ça devient chiant, donc je préférais simplifier. Bref, de la naissance au 6e jour, l'abeille est nettoyeuse, elle garde la ruche propre. Et oui, elle commence à travailler dès leur naissance. Du 6e au 9e jour, elle est nourricière. Elle sécrète de la gelée royale qui nourrit les larves et la reine. Du 9e au 11e jour, elle devient magasinière. Elle récupère le nectar à partir duquel le miel est produit. Du 11e au 15e, elle devient bâtisseuse. Elle produit de la cire et construit les alvéoles de la ruche. Au bout du 15e jour, elle devient gardienne. Elle protège la ruche des prédateurs et des autres colonies. À certaines périodes, elle est aussi ventileuse, c'est-à-dire qu'elle aère la ruche grâce au battement de ses ailes pour réguler la température. À 3 semaines, elle devient butineuse ou porteuse d'eau. Elle contribue à l'approvisionnement du nid. Elle butine le nectar des fleurs ou le miellat des arbres. Les butineuses âgées peuvent devenir des éclaireuses. Elles montrent le chemin aux autres abeilles pendant la recherche de nourriture. Et elles jouent un rôle majeur au cours de l'essaimage.
Et après quelques semaines d'un travail incroyable, les butineuses mourront d'épuisement. Et c'est comme ça que se termine la vie d'une abeille ouvrière. Mais tout ça, ça répond pas à une question. Comment ça naît une reine? Parce qu'on a compris comment les ouvrières et les mâles sont conçus. Mais comment la colonie crée un nouvel individu royal? C'est compliqué. Les œufs pondus sont identiques au départ. C'est les soins et la nourriture donnée aux larves avant l'operculation qui déterminent si elle deviendra une reine ou une ouvrière. Ah oui, l'operculation, c'est juste le fait de refermer la cellule avec une fine couche de cire. Pour en revenir à l'alimentation, la future reine est toujours nourrie avec de la gelée royale, alors que pour les ouvrières, c'est le cas seulement 3 jours. Les nourricières leur donnent ensuite un mélange de pollen et de salive, le pain d'abeille. L'alimentation influence le destin de certaines abeilles. Si vous vous demandez comment ça marche au niveau génétique, il y a des modifications de l'ADN qui s'effectuent, bref, c'est n'importe quoi. Et surtout, ça mériterait une vidéo à part entière. Donc pour l'instant, on va skip cette partie un peu trop complexe. Ça vous évite aussi de faire un craquage nerveux en plein milieu de la vidéo. Retour à nos abeilles, parce que mine de rien, on a quand même vu le fonctionnement d'une ruche. Un système très complexe, mais qui tient grâce à quoi en fait? Comment ça se fait que les abeilles arrivent à rester aussi organisées et coordonnées? Comment font les éclaireuses pour trouver une source de nourriture et l'indiquer aux autres? Doit bien y avoir une méthode de communication, non? Eh bah oui, et elle est fascinante. Voici les phéromones. Les phéromones sont des composés chimiques naturels qui sont produits par des individus pour influencer les membres d'une même espèce. Dans notre cas, c'est les abeilles. Il en existe beaucoup, donc pour faire simple, je vais seulement vous présenter les plus importants ou intéressants. Selon moi, bien sûr. Les phéromones royales, elles produisent ce qu'on appelle l'odeur de la reine. Parmi ces phéromones, on retrouve les phéromones mandibulaires. Elles se répandent dans l'air de la ruche et passent par les ouvrières grâce à l'échange de nourriture de bouche en bouche. Mais concrètement, quels effets ça a? Cette phéromone pousse les abeilles à se rassembler autour de la reine et elle atrophie les ovaires des ouvrières, ce qui les empêche de pondre. Mais il n'y a pas que la reine qui émet ces substances. Les ouvrières en sont aussi capables. Par exemple, le phéromone d'alarme, qui sent la banane mûre. Elle est sécrétée en cas d'attaque. Donc un conseil, ne mangez jamais de banane près d'une ruche. Lors d'une attaque, le point de la piqûre est marqué par ce phéromone, grâce au dard de l'insecte, ce qui incite les autres abeilles à piquer au même endroit. Juste pour vous donner une idée d'à quel point c'est puissant, la phéromone est très volatile, pour que les abeilles de la même colonie ne s'entretuent pas dans l'excitation. Le phéromone des glandes de Nasanoff. Elle oriente les ouvrières vers leur colonie et maintient la cohésion du groupe lors de l'essaimage. Oui, on n'arrête pas d'en parler, mais vous inquiétez pas, on y vient. Le phéromone des glandes d'Anhart. Elle laisse une odeur particulière sur les surfaces. Elle marque le nid, ce qui permet aux ouvrières d'identifier la ruche. Elle est complémentaire à la glande de Nasanoff. La danse. C'est pas un phéromone à proprement parler, c'est plus une communication qui combine les mouvements, les vibrations et les odeurs florales. Et elle est souvent effectuée par les abeilles éclaireuses qui localisent une source de nourriture. Puis elles dansent pour indiquer leur position aux autres. Il existe encore plein d'autres phéromones, mais je pense que vous vous êtes déjà assez mangé de noms de glandes pour cette vidéo. Et de toute façon, il se passe quelque chose dans la ruche. La population devient trop importante. Les phéromones de la reine deviennent de moins en moins efficaces. Et pour couronner le tout, la reine devient vieille. C'est décidé. Il est temps d'entamer un essaimage. Les ouvrières poussent la reine à pondre dans environ une quinzaine de cellules royales. Dans quelque temps, la ruche aura une nouvelle reine. Mais en parallèle, la vieille monarque est partie avec la moitié de la colonie, l'essaim. Elle forme un nuage d'abeilles de quelques mètres. Après avoir quitté le nid, l'essaim se réunit dans un endroit abrité, sous une toiture par exemple, en formant une grappe. Ce processus est temporaire et permet aux abeilles de se fixer en attendant de trouver un nid. L'essaim abrite plusieurs individus avec un rôle différent. Les éclaireuses, qui arpentent les alentours du nid, une surface de près de 10 km², pour trouver un site sur lequel les abeilles vont s'établir. Parmi ces abeilles, certaines découvrent des sites et recrutent d'autres éclaireuses. La reine, elle, aura pour but d'assurer la survie du futur nid. Ça paraît pas comme ça, mais vous êtes en train d'assister à un formidable exemple d'intelligence collective. La faculté à résoudre des problèmes plus facilement en groupe, parce que la localisation de la future ruche se fait par un processus de démocratie directe. Les abeilles doivent parvenir à un consensus. Les éclaireuses indiquent les positions qui leur semblent propices à l'installation de la colonie grâce à une danse, justement. Plus elle est persistante, plus le lieu indiqué est de qualité. Le processus se répète plusieurs fois, et une fois la quantité d'informations nécessaires réunie et la mise en commun de ces connaissances, ça peut prendre environ 3 jours, un nouveau nid peut être trouvé, et quand assez d'éclaireuses se trouvent sur le même site, l'essaim se met en mouvement. Voilà comment des insectes de 12 mm sont capables d'utiliser une intelligence collective développée, tout ça pour assurer le renouvellement d'une colonie. Mais maintenant, je dois vous avouer quelque chose. Depuis le début, je vous ai caché un truc. On arrive à plus de la moitié de la vidéo, et je vous ai toujours pas parlé de l'aliment le plus emblématique des abeilles.
Mais avant de voir l'histoire complexe de la fabrication du miel et les faux qui peuvent circuler sur le marché, on va revenir aux bases. Cette substance est en grande majorité produite par les abeilles à miel. La plus utilisée en apiculture et en Europe, c'est encore et toujours Apis mellifera. La production commence généralement au début du printemps. Les butineuses aspirent le nectar des fleurs grâce à leur trompe, et elles vont le recracher dans une poche interne située sous l'estomac, le jabot. Les butineuses peuvent visiter jusqu'à 250 fleurs en 1 heure. Pour produire 1 gramme de miel, elles doivent butiner pendant environ 30 heures et parcourir une moyenne de 40 km. Une ruche très forte peut produire à son pic jusqu'à 100 kg de miel, ce qui correspond à 4 millions de fleurs visitées et 4 litres de nectar récolté. Une fois que les abeilles rentrent avec le nectar dans la ruche, le liquide est prédigéré et recraché par d'autres abeilles, les nourrices. Oui, c'est immonde. Ensuite, elles disposent le nectar dans des alvéoles. D'autres abeilles assurent la ventilation du nid afin d'enlever l'humidité du nectar. Une fois que c'est fait, elles produisent de la cire pour renfermer l'alvéole. Tout ce processus s'effectue soit dans un cadre, soit dans le corps de la ruche. Ce miel-là est destiné uniquement à la consommation des abeilles, surtout en hiver. L'apiculteur, lui, récolte seulement le miel produit dans les cadres. On dirait pas, mais ce que vous êtes en train de voir a été une révolution dans l'apiculture, et une avancée majeure pour la santé des abeilles. Vous allez comprendre. Dans les ruches traditionnelles, des sortes d'enveloppes dans lesquelles on laisse les abeilles se développer, la récolte du miel était un gros problème. Car il n'y a pas de structure à l'intérieur de ces ruches. Les abeilles construisaient des alvéoles à miel sur les parois. Et le souci, c'est que cette alvéole se lie fortement à son support. On ne peut pas l'extraire sans l'endommager. On extrayait le miel par pressage ou tapotage, des méthodes qui écrasaient les alvéoles de cire et qui affectaient fortement la colonie. Mais je vous rassure, ces techniques sont très peu utilisées. Pour une raison, la loi. Les apiculteurs sont contraints de s'assurer de la santé de leur colonie. Ça implique d'avoir un accès à la ruche pour détecter les parasites et les maladies. Et ça, sans destruction des alvéoles. Il faut donc revoir totalement la méthode de construction des nids d'abeilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. Les ruches modernes sont le plus souvent constituées de cadres amovibles, sur lesquels va être produit une partie du miel. Grâce à eux, les rayons, construits par les abeilles, peuvent être retirés aisément. Les cadres permettent de manipuler la ruche sans l'endommager. Et quand les cellules sont operculées, ça signifie que le miel est arrivé à maturation. Une fois les cadres récoltés, on fait sauter les bouchons de cire des alvéoles. Puis on sort le miel avec un extracteur qui va expulser le liquide grâce à la force centrifuge. Les cadres peuvent ensuite être réutilisés. Tout ça pour avoir droit à ce liquide sucré qu'on consomme depuis 9000 ans. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Ces dernières années, la consommation de miel a explosé. La production française a augmenté de 47% rien qu'en 2020. Le problème, c'est qu'on récolte en France que 20% du miel. Le reste, il est importé. D'Ukraine, d'Espagne, d'Asie et d'Amérique du Sud. Et forcément, un marché avec autant de demandes, ça attire les arnaques. Le miel est un des produits alimentaires les plus contrefaits, avec le café, la truffe et l'huile d'olive. Et près de 30% du miel vendu n'est pas conforme aux normes. Mais comment des arnaques peuvent se glisser dans un processus aussi naturel que la fabrication du miel? Concrètement, c'est quoi les techniques frauduleuses utilisées par certains industriels? La méthode la plus répandue, c'est l'adultération. Ça consiste à mélanger du vrai miel avec du sirop de nourrissement, un liquide sucré qui est à la base destiné à compléter l'alimentation des abeilles pendant certaines périodes de l'hiver. Cette méthode permet de faire baisser le coût de production du miel puisqu'il est coupé avec un autre liquide moins cher. Le sirop de nourrissement est vendu aux alentours de 50 centimes le kilo. En fait, c'est simple, c'est une fraude. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a presque aucun moyen pour un consommateur de reconnaître un miel adultéré. Le goût et la texture sont quasiment identiques à ceux d'un vrai miel. La seule manière de détecter de manière certaine cette fraude, c'est l'analyse en laboratoire. On peut aussi mélanger des miels d'origine différentes. Donc une partie qui vient de Hongrie, une autre d'Ukraine, d'Amérique du Sud et un petit peu de miel français. Et même si ça, c'est pas une fraude, un miel 100% français restera toujours meilleur, autant pour la planète que pour nos apiculteurs. Donc j'ai quelques petits conseils si vous voulez éviter de consommer un miel adultéré. Déjà, privilégiez, si vous le pouvez, le circuit court, en achetant directement chez un apiculteur. Ou alors soyez très attentif quand vous achetez un de ces produits en supermarché. Choisissez un miel avec une provenance unique et clairement identifiée, parce que les étiquettes peuvent parfois induire en erreur. Vous pouvez aussi opter pour des miels crémeux ou cristallisés. Ils sont plus difficiles à couper. Peut-être que finalement, la raison pour laquelle les abeilles existent depuis si longtemps, c'est surtout l'efficacité de leur système. Que ce soit les abeilles solitaires, qui vivent à l'ombre des regards, sous la terre ou dans des ronces, ou les abeilles domestiques, qui produisent notre miel, en plus d'être essentielles pour la pollinisation. Toutes ces espèces ont su s'installer durablement, jusqu'à même être présentes dans notre quotidien, sans qu'on s'en rende compte. Leurs ancêtres ont survécu à des cataclysmes qui ont effacé des animaux 400 fois plus grands et puissants qu'elles. Elles nous ont vus naître il y a 2 millions d'années, et aujourd'hui, c'est nous qui cohabitons avec elles. Aujourd'hui, humains et abeilles vivent quasiment en harmonie.
Enfin ça, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Les abeilles doivent aujourd'hui faire face à un gros problème. Elles sont en danger, et tout ce que je vous ai présenté depuis le début de la vidéo pourrait bien disparaître. Et en partie à cause de nous.